Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la MRC d'Abitibi-Ouest, qui de mieux placé pour nous en donner que son préfet, M. Daniel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Monsieur Rancourt, je reçois ici des invités politiques, fédérales, provinciales, municipales. Quand je reçois, etc., comme on dit, où je veux en venir, M. Rancourt, c'est que lorsque je reçois M. Gendron, j'aime y parler de l'aéroport de La Sarre, parce qu'il en a fait une promesse dans sa campagne électorale. La même chose pour M. Lemay, le député fédéral. Il en a fait une promesse lui aussi parce que c'est son comté. J'en parle avec vous, j'en parle avec le maire de La Sarre, puis je vais en parler tant et aussi longtemps que l'asphalte ne sera pas posé. C'est pas compliqué plus que ça. Et que ça déplaise ou non, parce que les gens m'approuvent, les gens m'en parlent, ils me disent de continuer d'en parler. N'en déplaise aux politiciens peut-être, mais je vais continuer à en parler. Le point de vue de la MRC. Je sais qu'on a parlé lors de notre dernière entrevue que la MRC était loin un petit peu du dossier. Là. En tout cas, c'était la ville de La Sarre qui chapeautait beaucoup plus ce dossier-là. On a parlé aussi, M. Rancourt, si ça serait pas mieux que ce dossier-là soit piloté uniquement par la MRC d'Abitibi-Ouest. Moi, sans jeter le blâme à la ville de La Sarre, moi, je persiste à dire que ce serait probablement mieux. Votre position là-dessus, il s'est rendu où selon la MRC? Monsieur Lacasse, je vous inviterais à vous présenter en politique. Oui, oui. Et vous auriez des points de vue différents que certains autres à défendre. OK. Donc, la dernière fois que j'en ai parlé, Monsieur Lacasse, du dossier aéroport, on s'était dit, puis ça, Monsieur Hood, le maire de La Sarre, Monsieur Hood, c'est un dossier qui est pris sur une base, je voudrais presque dire personnelle. On comprend ça, là? Oui. Et lors d'une dernière réunion qu'on a eue au niveau de l'exécutif de la MRC, moi je dis à M. Hood, parce qu'on l'avait mis à l'ordre du jour, je dis, M. Hood, on est rendu où avec l'aéroport de La Sarre? Parce que on était en rencontre, je reçois un appel de Radio-Canada pour me dire que le maire de la ville de La Sarre avait eu une rencontre avec le ministère des Transports, avec le ministre des Transports, pour présenter le dossier de l'aéroport. OK. J'étais en rencontre à la MRC et on m'appelle pour me dire, M. Rancourt, on est rendu où avec ce dossier-là? Et comme je vous ai dit, lors de la dernière rencontre qu'on s'est rencontrés, on a parlé de ce sujet-là, M. Hood devait nous présenter le dossier au complet au niveau de la MRC. Et ce qui n'a pas été fait encore. Donc, quand que vous me dites, M. Rancourt, vous devriez écouter. L'ensemble des maires de la MRC, il y a à peu près 2 ans, ont dit on ne fera pas un équipement suprarégional avec ça. OK? C'est une décision politique qui était là. Est-ce que les maires veulent remettre cette décision-là en question? Point d'interrogation. Sauf qu'on n'a pas eu la possibilité d'en parler depuis ce temps-là. Maintenant, je vous ferai remarquer, il y a d'autres territoires en Abitibi-Témiscamingue qui vivent des situations semblables, entre autres Amos. Et allez, si vous avez eu la chance de parler avec des maires du secteur d'Amos, avec l'aéroport, et c'est pas un cadeau. Je l'admets, j'en ai parlé avec M. Chérubin, et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ce ne sont pas des dossiers qui sont faciles, parce qu'il y a le fédéral, il y a le provincial, il y a le municipal, il y a la MRC, entre autres. Et il y a la santé. Et il y a la santé. Exactement, oui. Et c'est important de le dire. Oui, très important. Il faut penser qu'en Abitibi-Ouest, là, si la santé n'était pas pour dire on n'est pas capable d'avoir Valentine, personne ne nous parlerait de ça. OK, là? Les entreprises, là, actuellement, je sais, pour en avoir parlé avec M. Hood, M. Hood veut faire un projet de développement économique autour de l'aéroport. S'il n'y avait pas la santé qui pousse pour Valentine, ce dossier-là, il serait mort dans l'œuf. Je suis d'accord avec vous sur ça, monsieur. Donc, c'est un dossier qu'on attend toujours au niveau de la MRC. C'est plate à dire, sauf que on en est rendu. Parce que la dernière fois que j'ai parlé avec M. Lemay sur ce dossier-là, M. Lemay a dit oui, ça va se faire, mais pas avant 2010. Alors, il est peut-être dans le secret des dieux. Puis moi, je vais continuer à poser la question à M. Hood. Je vais continuer à poser la question. Aussi.
à M. Rancourt, à M. Lemay, puis même si c'est pas dans son comté, ça me tente quasiment de poser la question à M. Bernard, mais il va me dire, ben regarde, c'est pas chez nous. Mais on pourrait peut-être la poser à M. Corbeil, il est ministre délégué. Là. Ça va être quelque chose que M. Corbeil, que je vais inviter à mon émission ici, pas ce printemps, parce que il n'y a plus de place. Je m'excuse là, de dire ça de même, là, mais c'est parce que lui, il est dans ma visée pour septembre prochain. Parfait. Parce qu'il y a des dossiers, c'est le ministre des Régions. Alors, le ministre des Régions, c'est quelqu'un d'important. Puis il faut penser que c'est le ministre qui représente la région d'Abitibi-Témiscamingue au Exactement. Parlement. Fait que je ne veux pas l'offusquer. Peut-être qu'il va prendre cette émission-là. Je ne veux pas l'offusquer en disant que je n'ai malheureusement plus de place, mais c'est vrai, j'ai jamais autant eu d'invités cette année. On m'appelle pour passer à mon émission. Ça me fait tellement plaisir et je suis sincère en disant ça. Sauf que c'est complet jusqu'au mois de mai, mais en septembre, on va recommencer. Fait que M. Corbeil, on va vous inviter en septembre et je suis sérieux en disant que j'aimerais ça vous avoir à cette émission-là parce qu'il y a des choses à dire parce que c'est un ministre des régions, puis le ministre des régions, bien, on est une région. Il est important. Il est excessivement important. C'est ça. On va délaisser l'aéroport, mais on va en reparler dans une autre émission, M. Rancourt. Schéma de couverture de risque en 2009 ou en 2010? Vous parlez de l'acceptation? Oui, exactement. Parce que là, on parlait de 2009, puis là, peut-être échelonné sur 2010, je ne sais pas. On parle, si vous parlez de couverture de risque pour les pompiers, ça devrait être déposé au ministère autour du mois d'avril. Okay. Maintenant, on comprend qu'on dépose le projet au ministère l'analyse, vérifie, et après ça, il va l'accepter ou pas. S'il n'accepte pas, il nous dit, bon, ben là, vous devez refaire telle partie parce qu'on n'a pas assez d'éléments là-dessus et autres. Et lorsqu'il va être agi, à ce moment-là, il va tomber en opération. Pour nous, là, au niveau de la MRC, au mois de septembre l'an passé, on a dit, ce dossier-là, il faut l'envoyer, comme on dit en bon québécois, il faut l'envoyer en arrière. Ça fait assez longtemps qu'il est en avant. C'est un dossier qu'on travaille depuis presque 3 ans et demi. Oui, c'est sûr. Oui, très long. On en parle presque à chaque fois, puis ça fait plusieurs années. Puis c'est un dossier qui est excessivement important pour l'ensemble de la population. Mais ce fameux schéma de risque-là, couverture de risque, on avait tendance à un certain moment donné, j'ai reçu M. Bégin ici, puis on avait tendance à un certain moment donné à dire, il ne faudrait pas que, une supposition, là, que ce schéma de couverture de risque-là soit le même pour Macamic, Lassar, Dupuis, peu importe, là, on peut les nommer, soit le même pour ces villes-là que la ville de Montréal. OK. Mais le ministère, si on fait une historique du dossier, là, le ministère, qu'est-ce qu'il a fait? En demandant au MRC de faire des schémas de couverture de risque, parce qu'il y avait un problème qui s'en venait au Québec, c'est qu'il y avait des municipalités qui avaient des bons services incendie, puis il y en a d'autres qui n'avaient des moins bons, puis il y en a d'autres qui n'avaient pas du tout. Et à ce moment-là, c'est les compagnies d'assurance qui arrivaient puis frappaient aux portes puis disaient « Là, tes pompiers sont pas assez formés, on va te poursuivre. » Quand il arrive un dommage sur un sinistre à quelque part, là, la compagnie d'assurance elle dit « Oups, le chef pompier ou tel opérateur, il a mal agi, donc il y a eu des pertes de tant de 1000 $ à cause d'une erreur humaine. On va actionner. Donc, on va actionner. Fait que le gouvernement, dans sa sagesse, a dit écoutez, là, on met un break à tout ça et on va demander au MRC de faire des schémas de couverture de risque pour couvrir l'ensemble. Tant et aussi longtemps que votre schéma de couverture de risque ne sera pas accepté, il n'y aura aucune poursuite. Okay. Le jour où vous allez être entendus entre vous autres pour dire les services vont être donnés de telle manière, quand un service d'incendie est demandé ça prend les 5 premières minutes, 10 pompiers, puis tant de galonnage d'eau. Tant que ça, on ne sera pas entendu là-dessus, il n'y aura pas de poursuite. Le jour où on va s'être entendu, faites pas de faux pas. Voilà. Et vous êtes engagé. Lorsqu'on signe une entente, on s'engage. Donc, les municipalités, sur une base individuelle, s'engagent à fournir des équipements. Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est ça qui est en train de se faire. C'est ce qui a, vous me corrigerez si je n'ai pas raison, c'est ce qui a apporté l'achat de nouveaux camions incendie. Bien, c'est-à-dire, c'est pas entré dans ce schéma-là? Même pas. J'oserais dire que
En même temps qu'on a travaillé, on a commencé à travailler sur, sur des schémas de couverture de risque, là, les casernes, les municipalités, les brigades, ils ont dit, là, notre vieux troc là, qui date de 1945, il n'est plus date, il ne correspond plus aux normes, donc il faut se mettre... On n'a plus de morceaux, voilà. pas. Donc, il faut se mettre aux normes. Fait que là, le prétexte du schéma pour acheter des camions, excusez l'expression, là, c'était pas la bonne raison. La bonne raison, c'est qu'on avait un équipement qui répondait plus aux besoins. Désuet au coton. C'est ça. Le schéma a permis l'éclairage de... Donc, c'est pas le schéma qui l'obligeait. Exactement. Okay? Non, j'aime ce principe-là, là, parce que on en a profité de dire, hey, c'est le temps aussi de dire, nos camions, ça marche plus, c'est le temps là. Ils veulent faire un schéma de couverture. Si on l'accepte, on peut avoir. Si on n'entre pas dans les principes, on peut être actionné. Non, mais si on veut pas être actionné, donc ça prend de l'équipement fonctionnel. Puis notre équipement, il est plus fonctionnel. C'est pas juste ça. Là. Ça prend des équipements fonctionnels. Ça prend des pompiers qui sont formés. Vous savez là que pour les pompiers c'est pas évident, là. Ils sont obligés de suivre un nombre d'heures de formation et autres. Et c'est... Moi, chapeau aux pompiers volontaires du secteur, là. Oui. Puis chapeau aussi, parce que je l'ai été longtemps, puis je sais c'est quoi. Vous savez que c'est une job. Maintenant, si en plus d'être pompier, on vous dit que tu vas être obligé de suivre tant d'heures de formation et autres, c'est pas évident. Puis on n'est pas payé pour ça, là. En plus, puis l'autre élément que je trouve déplorable, c'est le fait qu'au moment où on se parle, les entrepreneurs qui engagent des pompiers, eux autres, là, ils commencent à pas trouver ça trop drôle. Là, mais non, à un moment donné, l'alarme part, là, puis il y a 10 gars ou 5 gars dans le shop qui décollent là, parce qu'il faut qu'ils partent. Qui fait la job pendant ce temps-là? C'est pas évident là, pour une entreprise. Sans nommer de nom, rien, M. Rancourt, mais moi, je vais vous donner juste un exemple sur ça. À un certain moment donné, moi, j'ai été pompier pendant 18 ans de temps. Puis, dans l'endroit où je travaillais, on était 5 pompiers. OK? Alors, quand on recevait un signal qu'il y avait un incendie, on s'en allait 5. Alors, à un certain moment donné, le patron nous a dit, là, ça marche plus. Fait que j'ai dit, on pourra plus aller au feu. Non, là, il dit, mais j'ai dit, je vais juste vous dire une chose. Si le feu est pris chez vous, on fait quoi? Il dit, vous continuerez à aller au feu. Fait que c'est ce qu'il nous avait dit. Mais c'est vrai, c'est un problème. C'est un problème, puis je comprends les employeurs que c'est pas évident. Puis on comprend aussi que pour le chef des pompiers, ça devient un sérieux problème. Oui, ça c'est vrai. Puis imaginez-vous, M. Lacasse, dans une situation où on fait un schéma de couverture de risque. On a justement, lors d'une réunion qu'on a eue il y a 2 semaines, 3 semaines, entre autres, on parlait, bon, là, les brigades, il faut qu'ils viennent en entraide les unes aux autres. Oui, exactement. Okay? Ça, oui. Donc, le ministère dit des normes. Donc, ça prend dans les 5 premières minutes, lorsqu'il y a un feu, lorsque l'alarme sonne, durant les 5 premières minutes, il faut qu'il y ait au moins 10 pompiers qui se présentent là avec un certain volume d'eau. Et 12 en milieu rural. Voilà. Mais avec un volume d'eau. Avec un volume d'eau, oui, exactement. Okay. Vous imaginez-vous, quand il arrive une municipalité, Macamic, ici, je calcule qu'on est... Ça va, Bonnefontaine, etc., mais on est en campagne. En campagne, prenez par exemple, je donne l'exemple concret, Sainte-Rose. Oui. Où les pompiers travaillent souvent à l'extérieur. Oui, exactement. 5 minutes d'avoir 10 pompiers, comment on fait? Donc, la manière de le faire, dans le schéma qui est prévu, donc lorsqu'il va y avoir une alarme à Sainte-Rose, la brigade la plus proche va être appelée en renfort tout de suite. Tout de suite. Donc, fait que Macamic, elle se déplace puis il y va. Voilà. Mais Macamic vit la même situation. Lorsque le club d'argent a passé ici, on l'a vu, là, une chance que la SAR était là, parce qu'on n'avait pas le nombre de pompiers volontaires. On était dans une fin de semaine particulière. Ça, là, oui, exactement. C'est parce que c'était la fin de semaine de la fête du travail. Voilà. Puis en plus de ça, c'est que on ne peut pas demander aux pompiers, bien là, la fin de semaine-ci, là, restez donc chez vous au cas où on aurait un incendie. On ne peut pas là, faire ça. Là, donc, c'est un dossier qui est très important pour l'ensemble du monde municipal. Exactement. Puis pour la protection de la population. Oui. En terminant sur ça, M. Rancourt, est-ce que les municipalités d'Abitibi-Ouest sont prêtes pour ce schéma-là? Je dois vous dire qu'au moment où on se parle, on travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des brigades. Les municipalités de l'Abitibi-Ouest ont dit à notre responsable, on a dit, regarde, là, tu fais un schéma de couverture de risque,
il faut s'entendre parce qu'on ne veut pas avoir des poursuites de 200 puis de 500 000 $. Là. On veut s'organiser. Fait que ramasse les chefs avec les brigades, puis essaie de voir, puis trouver un terrain d'entente pour que ça fonctionne bien. Et c'est à ça qu'on est rendu. Je vous donne un exemple bien simple, puis qui montre la complexité. Quand vous avez une brigade qui est up-to-date, avec les meilleurs camions, avec du personnel en formation, etc., qui sont up-to-date, on comprend-tu que cette brigade-là, ça va coûter plus cher oui. qu'une autre brigade où le corps des pompiers ont été formés, puis que l'équipement est... Et juste que ça prend, tout simplement. Voilà. Là. On n'a pas Mais de là, surplus, là. à partir du moment où on dit, là, on fait un schéma de couverture de risque, puis on va faire des échanges de services, comment on va s'échanger soit une facture, soit une autorisation, appelez-la comme on voudra, mais comment qu'on va faire ça? Et il faut le décider dans le schéma. C'est ça. Fait que là, pour vous donner juste un exemple, là, on a engagé quelqu'un du secteur ici, d'Abitibi-Ouest, pour qu'il fasse le tour des municipalités puis qu'il évalue pour chacune des municipalités quel est le coût du service incendie. Puis là, vous allez me dire, sur un ça n'a pas de bon sens, là. Il y a des municipalités que les réparations du troc, du camion d'incendie, passent dans la voirie municipale. Alors que dans l'autre municipalité, c'est dans un poste budgétaire bien spécifique. Bien spécifique. Fait que quand on demande à la municipalité quelles sont tes dépenses au niveau des pompiers, il y en a une partie qui compte pas. Oui, c'est ça. Mais pour faire notre schéma... C'est une partie importante, là. Ben oui. En plus de tout ça. On comprend que pour le faire, il faut avoir des chiffres. Donc, on a mandaté quelqu'un pour faire cette recherche-là. Monsieur Rancourt, on va aller avec le développement durable. On va parler de... Bon, la MRC a obtenu autorisation du ministère du Développement durable de transférer les déchets de 21 municipalités au lieu d'enfouissement sanitaire, le LES de la Sarre. Ça, c'était le 15 janvier dernier. Le 19 janvier, les LES sont fermés. Non, c'est les DET qui sont fermés. C'est les DET, ce sont les dépôts, excusez-moi. Okay. Puis il y a aussi les lieux d'enfouissement technique. Donc, on parle du LES de la Sarre. C'est ça. En principe, il devait être fermé. C'est ça. On a eu un entente. C'est ça, exactement. En attendant que le centre de transbordement soit en opération. Monsieur Rancourt, parce qu'il est excessivement important. Il est d'une importance capitale, ce dossier. Monsieur Lacasse, il est d'une importance capitale, puis je dois vous dire que cette importance-là là, est en train de faire le désespoir des municipalités. Je vous crois. Je vous crois parce que c'est pas facile. J'avais une rencontre hier avec au niveau de la municipalité ici, et je parlais avec le secrétaire, Mme Joëlle Rancourt, puis Joëlle me disait, elle dit, Daniel, on sait qu'on a on a notre dépôt à outils là, avec l'ensemble des municipalités. Elle dit là, au moment où on se parle, juste le fermer. Les normes du ministère, faut recouvrir le dépôt de 2 pieds de matière. Donc, peut-être 1,5 pied de gravier, puis 6 pouces de terre par-dessus ça. Ça va coûter au-dessus de 100 000 $ juste pour le fermer. Vous n'avez pas vu la facture à nulle part encore. Là, on vient de découvrir ça. Là. Et Mme Rancourt a dit, ça n'a pas de bon sens. Sauf qu'on a pris un virage écolo au Québec, là. Et là, on ne peut plus en disposer. Il faut les charrier, il faut en disposer autrement. Et je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais plus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'au moment où on se parle, on est allé en appel d'offres. Vous vous souvenez, exactement, oui, c'est ça. On avait été en appel d'offres au mois d'octobre. À l'automne 2008, toutes les soumissions étaient 2,2 millions. Vous pensiez autour de 1,6. Donc, il y avait 1,5 million presque de trop cher. Vous retournez une deuxième fois. Les soumissions vont ouvrir aujourd'hui et demain. Quand on parle d'aujourd'hui et demain, parce que l'émission va passer le 25 de mars et on est le 10 aujourd'hui. Donc, le 10, là, on devrait commencer parce qu'on ne les ouvrira pas toute la même journée. Ça va être sur une séquence de 2 ou 3 jours. Là. Donc, on devrait recommencer à ouvrir les soumissions pour voir est-ce que le choix qu'on avait fait de retarder la mise en place, est-ce que ça va avoir valu la peine ou pas? Si le préfet de la MRC qui est assis ici à ma gauche
Mais c'est pas... Il s'arrache les cheveux, là, quasiment, là, pour savoir comment tout ça va se terminer. Plus, là, je vais... Parce qu'il vous en reste plus beaucoup. En passant, ils sont blancs. OK, juste en passant. Mais c'est probablement ça. C'est dû là, probablement là, à ce fameux dossier-là, M. Rancourt. Mettons ça sur ça, OK? OK, on a le coupable. Mais très de plaisanterie, on revient très sérieusement. Si la MRC a des difficultés à percevoir comment tout ça va se terminer, les municipalités, eux autres, ça arrache encore plus les cheveux, là. Oui, mais il faut penser que quand une municipalité ne sait pas quoi faire, elle appelle la MRC et elle dit « Hey, qu'est-ce que je fais? » Viens m'aider. Voilà. Donc, on sait qu'au moment où on se parle, la décision qui avait été prise, c'est de faire un centre de transbordement. Oui. On sait que transporter des demi-camions à Rouen ou ailleurs, ça n'a pas de sens. Pas. Donc là, on a décidé de faire le centre de transbordement. Donc, il va être établi, ce centre, mais toutes les municipalités d'Abitibi-Ouest, sur le compte de taxes de 2009, vous avez vu une hausse importante. Très importante. Puis on dit, à l'année 2010, il va en avoir une autre. On ne sait pas de quel ordre, ça va dépendre comment on va en arriver en bout de ligne lors de la construction, à quel prix ça va sortir, puis quelle va être la hauteur des règlements d'emprunt qui va arriver pour ça. Ça veut dire que le service des vidanges à 80$ par année, on oublie ça. On oublie ça, mais regardez que dans le Québec, là, des services de vidange à 80$, il n'y en avait plus. Là. Non, c'est sûr. OK, vous allez dans un centre qui était équipé avec des LET développés et autres. C'était très dispendieux. On va prendre ici comme exemple là, à Macamic où on est passé de 80 quelques dollars à presque le double. Presque. C'est tout près de 200. On ne va pas avoir peur des chiffres. Là. Les chiffres sont là quand même. Ça veut dire que sur notre prochain compte de taxes, je parle des résidents de Macamic, sur notre prochain compte de taxes... Ça va monter encore. Ça va monter encore. Mais ça va avoir une fin. Et j'espère que ça va... Moi aussi, j'espère. J'espère que, comme choix collectif, on fera pas monter j'espère qu'on n'est pas en train de pousser une boule de neige dans la neige qui est collante, là, puis qu'au fur et à mesure qu'on pousse, la boule a grossi, là, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Là. Il faudra que ça ait une fin. Mais quelles sont nos ambitions écologiques du Québec là-dessus, là? On le sait, là, on a demandé à nos citoyens de faire de la récupération, puis on sait qu'actuellement, tous ceux qui récupèrent, ils savent plus quoi faire avec. Vous allez à Rouen, là, dans le centre de récupération, là, c'est pilé, ils savent plus quoi faire avec. Plein. Puis, à grandeur du Québec, c'est la même affaire. On va faire quoi avec ça, là? Posez-moi pas la question, je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'on a des règles qui nous disent qu'on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais on ne nous dit pas trop quoi faire avec, par exemple. C'est que vous n'avez plus le droit de les faire brûler, vous n'avez plus le droit de les enterrer, vous n'avez plus le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça. Mais par contre, débarrassez-vous-en. Ah oui. Puis l'autre réalité, puis ça, le ministère, là-dessus, je comprends. Le ministère, pendant des années, on a laissé aux entreprises qui font des emballages le choix de faire ce qu'ils veulent. OK? Je vous donne un exemple bien concret. Allez à l'épicerie et achetez-vous un sac de biscuits. Vous allez voir que les biscuits sont dans un sac, puis à l'intérieur du sac, il y a un emballage. OK? Puis il y a combien de produits qui sont comme ça? Puis on met ça aussi dans un autre sac, mais on s'en va. Voilà. Alors que de plus en plus, je suis allé à l'automne dernier, je suis allé à une rencontre des préfets au Québec. Et on nous parlait que le ministère voulait rendre responsables les compagnies qui produisent ces matières-là pour être responsables de la récupération. Donc là, fini les 3 emballages, un par-dessus l'autre, parce que s'il faut qu'ils payent pour en disposer, il va dire, ben là, OK, non, on va arrêter folie. Monsieur Rancourt, le temps passe tellement vite. Parce que ça, là, on pourrait en parler, mais en tout cas, espérons que la prochaine soumission sera plus basse. La prochaine fois que je vais vous en parler, on va savoir l'heure juste là-dessus. C'est beau. Monsieur Rancourt, maintenant, on va aller avec très brièvement, par exemple, ce que je ne veux pas rentrer là-dessus, mais c'est juste pour éclairer les gens, concernant un petit litige qui s'est passé à Languedoc. Oui. Dites-moi pourquoi c'est la MRC qui s'en est mêlée. Là, on parle de Languedoc, TNO, territoire non organisé. Oui. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas de conseil de ville. C'est ça? C'est ça. C'est dirigé par... Le gouvernement, lorsqu'il a mis en place les MRC, OK, il s'est organisé que lorsqu'un territoire a moins de 200, 250 habitants,
on nous dit, à ce moment-là, selon leur fonctionnement, eux autres, ils disent qu'une municipalité ne peut pas fonctionner dans un cadre comme celui-là. OK. Fait qu'ils ont créé ce qu'on appelle des territoires non organisés qui sont sous la responsabilité de la MRC. Donc, le Conseil des maires, c'est eux qui administrent le TNO. Fait que, comme à Languedoc ou Saint-Eugène, actuellement, qu'on a sur notre territoire, nous, on en a 3. On a un autre là, dans le coin du parquet. Là, il y a un autre petit TNO, mais il n'est à peu près pas habité. Fait que c'est moins un problème. Okay. La particularité, c'est que lorsqu'on a un territoire qui est non municipalisé, mais qui a des habitants qui vivent là, donc c'est le Conseil des maires qui administre avec l'aide d'un conseil de citoyens. Donc, un comité de citoyens qui est formé sur le territoire. Normalement, c'est 5 ou 7 personnes, comme un conseil municipal, sauf qu'ils n'ont pas de droits légaux. Eux autres, ils font des recommandations au conseil des maires, et le conseil des maires, il dit, c'est correct, regarde, vous vouliez telle affaire, ça a de l'allure, vous avez tel compte à payer, on les paye. Okay. Donc, c'est l'administration. C'est pour ça qu'on a vu la MRC dans ce petit conflit là, qui existe, je ne sais pas s'il est réglé ou peu importe, à Languedoc. L'histoire d'une construction entre les cas. C'est pour ça que la MRC est allée siéger. C'est-à-dire, vous avez été siégé avec Mme Breton, je pense, c'est ça? Avec Mme Breton, pour essayer de dénouer ce conflit. Non, mais il faut penser qu'il y avait une réunion de prévue à Languedoc, il y avait 2 sujets à l'ordre du jour. Un, c'était l'achat du presbytère, parce que les citoyens, là, n'avaient pas de place communautaire. Et le presbytère, l'Église a été défaite il y a plusieurs années, et le presbytère était toujours là, et on sait que ces biens-là appartiennent à l'évêché. Et on avait fait, au niveau du territoire, on avait demandé de faire l'acquisition du presbytère, et lors de cette rencontre-là, le premier sujet, c'est est-ce qu'on fait l'acquisition du presbytère pour en faire un équipement municipal? Et après ça, il y avait aussi l'autre sujet, c'était de faire l'abattage sur les lots intra. Pour le couple, parce qu'il y a des volumes importants de bois qui sont là, puis on sait que le prix du bois actuellement n'est pas là. Puis là, M. Turgeon s'est présenté pour éclaircir son dossier. Bon. Ce dossier-là, il est en voie de réalisation. Oui, moi, je veux pas, je voulais juste, moi, qu'on définisse très bien le pourquoi que c'est la MRC qui était là, parce que c'est un TNO, tout simplement. Il y a 1 minute et demie seulement, M. Rancourt. Règlement sur les cours d'eau, ça... On a juste 1 minute et demie, on ne pourra pas en parler beaucoup, mais je sais que c'est un gros dossier. Moi, je voulais lancer un clin d'œil. On sait là, qu'on va arriver au printemps, très bientôt. Puis on sait que les cours d'eau, c'est au printemps que ça passe. Ça gonfle, ça cause problème. Fait que moi, je dis, aux municipalités, il y a... Puis ça, les cours d'eau, le gouvernement a dit, c'est au MRC je vais gérer ça. OK? Fait que nous, sur notre territoire, on a dit... On ne commencera pas à la MRC d'avoir un inspecteur qui va faire le tour de toutes les cours d'eau de la MRC pour voir si ça gonfle-tu, ça gonfle-tu pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'on s'est entendu avec les municipalités du territoire et c'est l'inspecteur municipal de votre municipalité, qui est responsable de surveiller ça. Donc, si jamais il arrive une problématique, puis c'est le coup de clin d'œil que je voulais donner à la population, si pour le printemps, s'il arrive des problématiques particulières au cours d'eau, adressez-vous à votre municipalité. C'est la mieux placée pour voir qu'est-ce qui se passe puis quelles sont les interventions qu'il devrait avoir. Donc, c'est le clin d'œil que je voulais donner. Alors, c'est parce que, comme vous le dites si bien, le printemps s'en vient, c'est là que ça gonfle puis que les problèmes arrivent. Moi, je pars du principe que la personne la mieux placée pour trouver des solutions, c'est ceux qui sont proches. Mais oui, c'est sûr. Donc, l'inspecteur municipal, c'est lui qui est le plus proche du citoyen. Donc, quand il arrive une situation, appelez votre inspecteur municipal puis échangez avec lui. Monsieur Rancourt, merci infiniment. C'était très intéressant. On va suivre ces dossiers-là de très près. Le dossier de l'aéroport également, qu'on va suivre de très, très, très près. Non, c'est parce que des gens des fois peuvent dire, mais là, il en parle gros, oui, puis je vais en parler. Tant qu'il n'y aura pas une décision de prise, une décision officielle, on va en parler parce que moi, je trouve ça excessivement important. Monsieur Rancourt, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.